c'est qui gaspille. Oui. Oh, vous savez autant que moi. Non. Ah, Expliquez-moi. bah, ceux qui sont trop heureux, qui ont beaucoup d'argent. Vous trouvez qu'ils ne gaspillent pas? Ah bah, les gens Bonheur, font pour rien, richesse, gaspillage, cet enchaînement est-il sans issue? Cet engrenage sans fin? Et qui est le plus responsable du gaspillage? L'homme qui le commet ou la société qui le favorise? Le bonheur sans objet signifie-t-il que nos sociétés n'offrent plus la voie au bonheur? Ou seulement qu'il ne peut y avoir de bonheur lié à la possession, à la consommation illimitée des biens? Quel sens peut avoir le bonheur? Quel sens peut avoir le gaspillage pour ces vieilles dames qui ramassent quelques déchets à la fin du marché de la place d'Aligre? Elles n'ont que 18 francs par jour pour vivre. Pourtant, la télévision, la radio, la presse, les responsables politiques leur rappellent chaque jour qu'elles sont citoyennes d'un pays riche où l'on gaspille. Un pays riche, certes, mais où leur quête quotidienne l'atteste, les richesses ne sont pas également réparties, il s'en faut de beaucoup. À l'échelle de la planète, il y a des situations bien plus dramatiques. Les vieilles dames habitent sur ce globe dans les régions éclairées, régions repues d'or, de blé et d'énergie, tandis que sur les taches noires vivent 2 milliards d'hommes qui ont faim. Et les experts affirment aux nations pourvues que leur croissance ne se concevra désormais qu'au détriment des continents déshérités. Mais il reste encore chez les riches beaucoup trop de pauvres. Alors, quelle solution? Faire cesser le gaspillage des riches ou faire accéder les pauvres au gaspillage? Anticyclone stationnaire 1042 millibars au large nord-est des Açores. Circulation perturbée d'ouest active au nord du 50e parallèle. Il est 7h30 du matin. L'appartement des Valmont à Parly 2, dans la banlieue ouest de Paris. Les Valmont comptent parmi les 10% de Français les plus riches. Ce n'est pas un procès qui leur est fait, mais un constat qui est dressé, un constat qu'ils ont accepté de bon cœur. Inès est l'aînée des 3 filles. Elle a 13 ans, elle est en 4e. Isabelle est employée chez les Valmont quelques heures par jour. Elle a levé les enfants, Anne qui a 6 ans, et la dernière, Estelle, 2 ans, qui ne va pas encore à l'école, mais qui est le centre de ce petit monde. Cet appartement a été acheté à crédit. Il est payé. Les Valmont ont 2 voitures, un standard de vie égal à celui d'un cadre américain. Ils consomment 3 fois plus d'énergie que la moyenne des Français, mais 2 fois moins que la moyenne des Américains. Claude Valmont est responsable d'une société de courtage de céréales dont le siège est à Paris. Sa femme, Chantal, a travaillé avant de le rencontrer. Mais aujourd'hui, elle préfère s'occuper de sa famille puisqu'elle le peut. Oh, hé, pas crier le matin comme ça. Tu me réveilles toujours. Une journée des Valmont suffit à voir et à comprendre beaucoup. Elle est un bon prétexte pour évoquer les problèmes du gaspillage avec des hommes qui y ont réfléchi. Qu'est-ce que c'est les vrais gaspillages? Les vrais gaspillages, c'est le fait que des catégories sociales ou des nations consomment beaucoup plus de ressources que d'autres. Au niveau des nations, c'est très clair, 60% des ressources naturelles consommées dans une année sont consommées par 5% des habitants du monde, les Américains. Mais à l'intérieur d'une nation, c'est aussi vrai. Il y a d'abord inégalité entre consommateurs et producteurs. Le système productif, l'appareil de production, gaspille beaucoup plus que les consommateurs. Gaspille, c'est-à-dire consomme sans véritablement prendre en compte tous les aspects de cette consommation. 8h du matin, l'autoroute de l'Ouest vers Paris. Ben, vous voyez, c'est pas mal ce matin. Hein?
Évidemment, quand on voit qu'il n'y a qu'une seule personne par voiture, là, c'est... Ben oui, c'est ça en fait le drame. Quand vous voyez une personne prendre surface sur la route, c'est pas possible. Claude Valmont est comme ces dizaines de milliers d'habitants de la banlieue pour qui la voiture, instrument de liberté, n'est plus autre chose qu'un piège. Son problème pourrait-il être résolu et ses embouteillages supprimés si l'usage de la voiture en ville était interdit? Si on interdit complètement la voiture, je peux même pas aller prendre le train à Versailles. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a 3 km, il faudrait que je le fasse à pied. Oui, il peut y avoir des navettes. Alors, il faudrait qu'ils mettent des navettes. Non, mais il faudrait surtout qu'il y ait... Enfin non, il n'y a pas de solution, parce que aussi on pourrait avoir un autobus qui aille à la porte de Saint-Cloud, enfin au premier métro venu. C'est pas lui qui peut décider de prendre des transports en commun s'il n'y en a pas. C'est pas lui qui peut décider l'usage collectif de la voiture. Il faut qu'il soit près de ses voisins, il faut qu'il ait des endroits pour les rencontrer. C'est tout l'urbanisme qui est en cause. Autrement dit, la décision de non gaspiller est une décision politique, ou plutôt la décision d'une répartition, d'une réorientation du progrès technique, puisque c'est de ça dont il s'agit, d'une réorientation du progrès technique vers des biens qui conduisent à utiliser moins d'énergie, fondamentalement moins de ressources, est une question politique. Je crois que la revendication qui est apparue nouvellement dans les partis politiques d'autogestion est totalement liée à ça. C'est l'idée de partage collectif de la responsabilité dans la décision de savoir qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on va organiser comme cadre de vie, etc., de façon à éviter l'utilisation inégalitaire et dramatiquement absurde des ressources. Mais je crois qu'allant plus loin, après l'autogestion, apparaîtra, et apparaît dès maintenant, une revendication bien plus importante, tout aussi importante et politiquement d'une ampleur majeure, qui est la prise de conscience du fait que le progrès technique ne va pas dans une seule direction, mais que le progrès technique est lié à l'idéologie, qu'il y a un progrès technique pour la puissance, qu'il y a un progrès technique pour la bien-être, qu'il y a un progrès technique pour la connaissance, un progrès technique pour la liberté, que la plupart des biens technologiques que nous avons produits sont des progrès techniques minables, sans importance, simplement au bénéfice de la création de valeur pour des entreprises, et que maintenant, avant que chaque innovation majeure soit mise en œuvre, il faudrait que soit mise en procès cette innovation. Procès non pas positif, non pas forcément destructeur, procès positif, procès qui consiste à ce que collectivement, politiquement, pour répondre à votre question, soit décidé, évalué, envisagé toutes les conséquences économiques, politiques, sociologiques, écologiques d'un nouveau progrès. Je ne suis pas convaincu que s'il y a 100 ans, on avait fait l'analyse de toutes les conséquences de l'automobile sur notre société, et surtout sur la société de demain, on ferait une automobile aujourd'hui. Comme je sais que c'est parce qu'on a fait cette analyse en Chine, et parce qu'on l'a vu sur d'autres pays, qu'on n'a pas fait l'automobile. Alors se pose tout le problème de la légitimité de ces choix. Mais une société confrontée à la rareté, qui doit y lutter en réduisant l'inégalité, en choisissant délibérément le progrès technique, doit inventer et clarifier et renforcer tous les jours sa légitimité. Un exemple, un appareil a été mis au point récemment dans ce centre de recherche international. C'est une machine à faire du café. Une machine très simple. D'un côté, un appareil électrique. De l'autre, un petit paquet rond en papier d'aluminium contenant de l'eau et du café, séparés par une membrane. Quand l'eau est chaude, la membrane se perce et le café se mélange à l'eau. Vous êtes fier de ce truc-là, quoi? Toujours fier de son enfant. Cet appareil lui a coûté 2 ans et demi de recherche. Vous en avez un chez vous? C'est un exemplaire unique, c'est un prototype. Mais si je pouvais en avoir un, je l'achèterais. Mais par rapport à tout ce qu'on connaît, enfin tous les appareils qu'on connaît, ça, quel est l'avantage? La propreté, la commodité, la rapidité, la qualité du café, mais aussi le fait que la reproductibilité, pourrait-on dire, c'est-à-dire que chaque tasse est égale à elle-même. On ne peut pas rater du café, puisque toutes les conditions d'opération sont réglées par le processus lui-même.
la température de l'eau, la durée de passage. Voilà, il assistait à la rupture de la petite membrane. Pour vous, c'est une trouvaille ou une véritable découverte? Disons, c'est une innovation, pour autant qu'elle trouve son débouché industriel. Ce que nous espérons vivement. Qu'est-ce qu'elle apporte au progrès? Un élément de confort, un plaisir. Est-ce que c'est très noble, ça? Il aura déjà eu du plaisir à faire sa trouvaille, et déjà en soi-même, je pense que c'est déjà une motivation valable. Et en allant au-delà, est-ce qu'un chercheur ne s'interroge pas sur la finalité finalement de son travail? Je ne crois pas que le chercheur se pose ce genre de questions. Je n'ai pas l'impression. S'il est suffisamment pris par le travail qu'il fait, je crois que ça lui tiendra lieu de motif. Vous voulez dire que ce qu'il découvre est plus important que l'usage qu'on fera de sa découverte? Très probable. C'est certainement la réaction de la majorité des chercheurs. Cette machine à café n'est encore qu'un prototype. Mais si elle existait, ne la verrions-nous pas dans la cuisine des Valmont, une cuisine qui ressemble à beaucoup d'autres et qui pourrait mériter de s'appeler le musée du gadget? Enfin, musée, peut-être pas tout à fait. Là, j'ai un couteau électrique qui sert à couper toutes les viandes, découper les poulets, découper un jambon cru, enfin... C'est pas plus simple de couper qu'un couteau. On s'est rendu compte à l'usage que c'était beaucoup plus agréable de le couper au couteau électrique. Jusqu'à présent, il est aussi relativement neuf, enfin il a 2-3 mois, et c'est une acquisition récente. Bon, là il y a un congélateur qui est très très pratique quand on fait ses courses une fois par semaine, frigidaire qui était dans l'appartement au moment de la livraison, four dont on sert tous les jours. Là, on m'a fait cadeau d'un grill qui, soi-disant, ne doit pas avoir d'odeur. On peut faire griller des poissons ou des choses comme ça. Je m'en sers pas beaucoup, d'abord parce qu'il est très très embêtant à nettoyer. Et puis finalement, le four suffit. Ça, c'est un chauffe-plat, enfin un chauffe-assiette. Ça, je dois dire que c'est assez agréable l'hiver. Derrière, un hachoir à viande qui ne sert pas. Et puis le vrai produit de la consommation, sont des films transparents dont on peut se passer quand on a des boîtes pour emmagasiner dans le frigidaire. Une machine à faire le café, qui est un cadeau, mais qui sert et qui est très agréable finalement d'emploi, parce que le café est toujours frais, on ne fait pas réchauffer. Un presse-citron qui sert jamais, une balance qui sert de temps en temps, un lave-vaisselle qui est, alors là vraiment l'objet le plus utile de toute la cuisine, de tous les appareils électriques, parce que ça change la vie des femmes, plus de vaisselle à faire. Les plaques électriques et le gaz qui était livré avec l'appartement, et une hotte qui consomme pas mal d'électricité, qui était aussi livrée avec l'appartement et qui ne sert pas à grand chose. Dans un contexte de croissance à tout prix, on encourage de facto le n'importe quoi. La raréfaction des matières premières, les modifications des paramètres de prix, la crise de l'énergie font que l'innovation ne peut plus être simplement la réalisation commerciale de ce qui était techniquement possible au point de vue de la production. Je pense que les priorités actuelles sont tout autres. C'est-à-dire elle me semble en tout cas de manière caricaturale pour les PME une question de survie, pour les multinationales une question de sauvegarde, pour les autres peut-être oui une opportunité de réorienter, de repenser à un peu plus long terme les bases même de leur activité. Et je crois que dans cette redéfinition de leur base d'activité, cette notion, je répète le terme, il me paraît important, de responsabilité sociale de l'entreprise est capitale, avec tout ce qu'elle implique. Elle implique, entre autres, à mon avis, ce triple respect, cette triple prise en compte des éléments extérieurs au profit, au simple profit, que sont le respect des forces de travail, toute la politique sociale, le respect du consommateur, et ce sont tous les problèmes de la fausse innovation, du consumérisme, etc.,
et le respect de l'environnement, qui est peut-être des trois le plus connu. C'est tout le problème de la lutte anti-pollution qui commençait à devenir à la mode avant cette crise de l'énergie. 10h du matin. Pourquoi vous changez de voiture? On change de voiture parce qu'il y a 5 ans que j'ai celle-ci, que dans un an ça va augmenter de 5% et que c'est plus raisonnable d'acheter une autre voiture qui fera à peu près encore 5 ans. Et elle est foutue celle-là? Oh non, pas du tout, elle marche très très bien, je suis ravie, mais c'est plus sage. Oui, c'est plus sage de changer de voiture. Plus sage de renouveler sans cesse et toujours plus vite ses objets. C'est en tout cas ce que dit la publicité. C'est ce que disent les vendeurs, c'est aussi ce que souhaitent les producteurs qui fabriquent des objets de moins en moins durables. Il est vrai qu'une automobile dure tout de même plus de 5 ans. Mais Chantal Valmont a été convaincue par ses voisins, par son environnement, par sa société, qu'elle devait en changer. Je crois qu'il faut distinguer l'utilisation et la possession, c'est-à-dire mettre en collectivité un certain nombre de biens d'équipement et aller vers des solutions d'automobiles telles que je les ai décrites, qui seraient beaucoup plus durables, beaucoup plus solides, donc évitant un gaspillage et une pollution, qui éventuellement vont coûter 3 fois plus cher à fabriquer, mais qu'on n'achètera pas. Parce qu'on va dire, elles sont invendables, on ne les achètera pas, on les louera, elles dureront aussi 3 fois plus. On retrouvera, très grossièrement parlé, le même chiffre d'affaires pour l'industrie automobile, simplement on sera utilisateur d'une automobile et non pas possesseur. On louera une automobile parce que ça sera plus pratique, parce que le matin, quand elle ne marchera pas, vous passerez un coup de téléphone et 5 minutes après, on viendra. On vous changera votre plateforme motrice et on remettra votre bulle habitacle dessus avec vos cassettes, votre pipe et tous vos objets personnels. La notion de propriété, elle va, je crois, jusqu'à l'environnement immédiat, mais vous ne sentez pas tellement propriétaire de votre carburateur, enfin, sauf les spécialistes. 11h du matin. L'affaire est faite. Chantal Valmont part au volant de sa nouvelle auto. Vous êtes contente? Je suis ravie. C'est ma première voiture toute neuve, toute neuve. Là, c'est vraiment le jouet, quoi, mon cadeau de Noël. C'est comme une robe neuve, si vous voulez. Vous allez dans un magasin, vous choisissez une robe longuement en pensant quand vous allez la mettre et pourquoi vous allez la mettre. Ou une de vos amies ou une de vos sœurs vous donne une robe, elle est neuve pour vous, mais enfin elle a déjà été portée et c'est pas la même chose. Quelque chose de complètement neuf qui est sa propriété à soi en premier. C'est étonnant, c'est comme... Je suis peut-être comme un enfant, mais c'est comme ça que je réagis. Une automobile, qu'est-ce que ça dit? L'automobile, ça dit je suis intelligent, je suis viril, je vais vite, je réussis dans la vie. Ces 4 choses-là, n'est-ce pas? C'est bien plus facile à dire en invitant une fille dans sa voiture qu'en le lui disant directement, parce que c'est plus facile à faire croire et ça exige moins de preuves. Donc de ce point de vue-là, l'objet est un intermédiaire de dialogue, c'est même un substitut au dialogue. Et pourquoi il se développe tant? C'est qu'on crée de la valeur ajoutée ou du profit sur un objet, on n'en crée pas dans le dialogue. Le veau d'or du XXe siècle, l'objet, a son temple, le supermarché. Midi. Entrée de Chantal Valmont qui vient faire ses emplettes pour la semaine. L'an passé, les Valmont sont allés aux Indes. À leur retour, la visite au supermarché les a gênés. Ils se sont sentis un peu coupables. Mais l'habitude est là. Elle a permis d'oublier les souvenirs oppressants rapportés de ce voyage. Et puis, la grande surface à Paris 2, c'est un peu le passage obligé. Il y a tout à la portée de la main. On peut tout y prendre. C'est bien commode. Ces grands magasins de la bouffe et de l'ustensile ont remplacé, dit-on pour les justifier, l'intermédiaire, le commerçant, celui à qui il fallait s'adresser pour demander un produit, peut-être un conseil, ou pour deviser sur le temps qui court. Le supermarché a rapproché le consommateur du produit, c'est vrai, mais n'a-t-il pas aussi éloigné l'homme de l'homme
et créer cette solitude du dialogue avec des objets sans passé, sans avenir et sans valeur. Il y a beaucoup de superflu dans tout ça. Dans tout ce que j'ai acheté, il y a pas mal de... Si vous voulez, il y a... Vous considérez les chips comme du superflu. J'ai acheté des gâteaux d'apéritif. Si j'étais en période vraiment d'économie, je n'aurais pas acheté. Oui, mon chéri, c'est pas grave ça, regarde. Elles sont jolies les bouteilles là. Elles sont en plastique? Elles sont en plastique, donc c'est un emballage perdu. On est poussé à gaspiller. Oui. Tous les jours, partout. Oui, et moi j'ai l'impression, vous voyez, que ça commence très très tôt, et que ça commence à l'heure actuelle dans les relations mère-enfant. Actuellement, n'est-ce pas, on ne donne plus d'eau à un enfant, mais du sirop. Dès qu'un enfant crie, la maman lui donne une sucette, ou celle qui lui sert de maman lui donne une sucette. Et ceci, ça a un sens extrêmement profond, parce que ça veut dire que la mère se sent suffisamment incertaine, n'est-ce pas, d'elle-même, pour que quand l'enfant n'est pas content, on va le contenter tout de suite, n'est-ce pas? Moyennant quoi, comme on n'est jamais content de rien dans la vie, parce que la vie elle-même n'est jamais satisfaisante, n'est-ce pas, on lui fait prendre une mauvaise voie. Alors, moyennant quoi, on va retrouver après, n'est-ce pas, ces comportements, des comportements alimentaires où, ne trouvant pas dans la sucette ou ne trouvant pas dans ce qu'on mange des satisfactions réelle et profonde qu'on est en droit d'en attendre, n'est-ce pas, on mange de plus en plus, n'est-ce pas? C'est le phénomène d'entraînement, puisque c'est ça qui est supposé, et qui en effet donne un premier pas, n'est-ce pas, de satisfaction. Quand vous criez, n'est-ce pas, quand vous n'êtes pas content, ben effectivement vous en faites de plus en plus parce que vous ne trouvez pas le vrai sens de la satisfaction, n'est-ce pas? Une autre raison qui pousse à gaspiller. À l'heure actuelle, l'homme n'a plus le pouvoir et la liberté de faire l'œuvre artisanale dans laquelle il se sent lui-même. Il ne reste plus le bricolage. Si vous mettez de l'argent de côté à l'heure actuelle, vous êtes un imbécile, pas, étant donné que ça disparaît à la vitesse que vous savez comme moi. Par conséquent, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors vous achetez des choses qui correspondent à rien, dont on s'encombre. Allez voir les ordures à l'heure actuelle, elles en contiennent des choses. On utilise le temps, on le gaspille de façon fantastique. Parce que notre société a peut-être tellement privilégié la sécurité que avoir vraiment du temps à soi, c'est avoir le vertige de la liberté. Et que le vertige de la liberté pour des hommes qui n'ont pas le pouvoir, c'est-à-dire pour des hommes qui n'ont pas appris à assumer la liberté, est très difficile à supporter. Seuls des hommes qui peuvent avoir accès au pouvoir peuvent avoir l'envie de ne pas gaspiller leur temps. Et il y a un lien très profond entre l'accession au pouvoir et le fait de refuser de façon longue et durable la destruction du temps. On nous fait consommer, on nous dit soyez plus beau, soyez plus intelligent, achetez un appartement tel, achetez des meubles tels, vous serez encore plus confortable, mais pour aller où finalement? Alors, les objets sont-ils nécessaires au bonheur? Nous, je sais pas, je vais peut-être dire quelque chose de très choquant, mais enfin non, c'est un peu l'injustice de la naissance, quoi. Finalement, on est né dans un milieu aisé, on a grandi là-dedans, on a continué dans cette voie-là, mais c'est absolument pas le bonheur. Enfin, c'est vrai, le bonheur c'est pas ça. Ça aide beaucoup, bien sûr. Je veux pas dire non plus qu'on est forcément heureux quand on n'a pas d'argent et qu'on est très malheureux quand on en a, parce que ce serait énorme, c'est pas ça que je veux dire. Mais enfin, pour moi, c'est pas l'essentiel. Non, d'accord, mais est-ce qu'il faut... Sans être l'essentiel, justement dans la société dans laquelle on vit, ça me semble tout de même, disons, une bonne arme. Hein. Un moyen d'approche du bonheur. Peut-être nanti. On a même plus de chances d'être heureux si on a les moyens de vivre bien que si on a un clochard. Moi, j'ai rien contre les clochards, mais ça dépend si tout le monde vit au même niveau.
La société est faite aujourd'hui que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre le gaspillage, il faut de l'argent. Si on vivait, si on avait tous les mêmes moyens et qu'on avait très peu de moyens, par exemple, ça n'empêcherait pas d'être heureux. Ce qui rend malheureux les uns et les autres, c'est parce qu'il y en a qui ont plus et il y en a qui ont moins. Nos sociétés se jugent beaucoup plus sur ce qu'elles font que sur ce qu'elles sont. Et si les gens commençaient un peu à se dire, si nous commencions à penser, non pas qu'est-ce que nous faisons, et qu'est-ce que nous pouvons faire de plus, qu'est-ce que tu fais, mais si on demandait aux gens non pas qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu es, et si on commençait à se le demander à soi-même, peut-être que le fait de réduction de rythme et de ralentissement du rythme ne se traduirait certainement pas par une réduction, un appauvrissement de la conception du bien-être, mais une réorientation, un approfondissement et une amélioration vers des voies d'agrandissement de l'épanouissement de la personnalité tout à fait considérable. Mais encore une fois, ça n'est pas possible individuellement. Ça exige une collectivité qui le permette et qui l'organise. Jusqu'à présent, la collectivité oblige les gens à se demander et à se juger en fonction de ce qu'ils font par rapport à ce que les autres font. Si on devait définir le besoin, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Eh bien, le besoin, c'est d'être homme. Alors, j'ajouterai simplement une chose, être homme, c'est à la fois vivre sa vie affective, vivre sa vie intelligente, il faut essayer de comprendre, et puis, je dirais, vivre sa vie sacrée, c'est-à-dire voir que tout est relié dans la vie. Alors, c'est la globalisation de ces trois dimensions de l'homme qui font que chaque instant de la vie peut effectivement être un acte humain qui peut servir de modèle aux autres et qui peut vous donner l'impression que vous avez un petit peu révélé de ce qu'il vous fallait. Donc le vrai besoin, c'est quoi? Le besoin, il est admirablement dit dans le besoin essentiel dans l'archipel de Goulag, n'est-ce pas? Quand Solzhenitsyn dit quand tu arrives en prison, n'est-ce pas, que tu vas passer devant le magistrat instructeur, eh bien, le seul besoin que tu as le droit de garder, c'est celui du sens que tu donnes à ta vie.